Wendy Bouchard. Et dans ma France, au cœur des soubresauts de l'actualité, l'équilibre politique du moment interroge. Faut-il dépasser les partis, redéfinir des familles et des sensibilités? Qu'est-ce qui guide un homme ou une femme politique dans son engagement? C'est l'occasion d'en parler avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée, mais c'est surtout le député des Landes qui se met ici en avant dans l'ouvrage que vous publiez. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. En permanence, ce qu'il se passe dans votre permanence des Landes, ces rencontres avec ces hommes et ces femmes et ces vies, dites-vous en sous-titre que vous faites vôtre, ces vies que je fais miennes. C'est un journal de bord à Saint-Séver, votre permanence, là où chaque citoyen de votre circonscription peut vous rencontrer. Les lettres aussi que vous recevez, vous racontez ces vies. Qu'avez-vous besoin de dire en ce moment particulier? De montrer que vous êtes en phase et que vous n'êtes pas un élu déconnecté? En fait, j'ai écrit ce livre avec un sentiment de nécessité et d'urgence. Nécessité et urgence à essayer de prendre de la hauteur dans le brouillard de l'époque, à prendre de la distance par rapport au bruit médiatique, aux cris, à la fureur, en effet à la perte de repères et en réalité à revenir à l'essentiel, à revenir aux choses humaines, à revenir au sens premier de mon engagement, c'est-à-dire la vie des hommes et des femmes, en l'occurrence de ma circonscription des Landes, qui tape à la porte de ma permanence, qui écoute France Bleu, et qui partagent avec moi leurs difficultés, leurs espoirs, leurs attentes, leurs joies aussi, mais qui disent beaucoup de la réalité quotidienne de Françaises et de Français. Cette majorité absolue, que vous avez mis d'ailleurs en lumière. La majorité absolue des vies difficiles. Majorité silencieuse également. Une manière de vous entendre parler de choses humaines, dites-vous, de la vraie vie, parce que vous avez peut-être ces dernières semaines, vous comme d'autres, trop parlé de tactique, d'alliance, de parti, d'appareil. Alors, je dois dire que moi, à titre personnel, moins j'en parle, de certaine manière, mieux je me porte. La politique qui parle que d'elle-même, ça m'intéresse pas. Et ce livre, en fait, il a aussi une vocation, c'est redonner la vue à une politique qui parfois oublie les raisons pour lesquelles on se bat et les hommes et les femmes pour lesquels on se bat. Et du coup, à beaucoup de Français, la politique manque de vérité, manque de sincérité dans son rapport au réel. Et au fond, ce livre, il donne la parole à une aide-soignante, à une maman d'un enfant handicapé, à un agriculteur. Moi, je suis d'un territoire rural, je suis un député de la campagne. Pour dire ce que sont leurs interrogations dans le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Est-ce que les politiques publiques que l'on vote à l'Assemblée nationale sont vraiment en phase avec ce qu'ils attendent? Est-ce qu'il y a une bonne compréhension mutuelle? Pas toujours. Donc moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de me plonger dans toutes ces vies. Et voilà, et depuis 7 ans maintenant, de façon, j'allais dire, très, très rythmée, très méthodique et avec, en vérité, beaucoup de bonheur. Oui, beaucoup de bonheur, mais souvent de la souffrance. On vient rarement vous voir pour vous dire que les choses vont bien. Il y a beaucoup de doléances, évidemment. Il y a beaucoup de douleurs. Il y a des anecdotes parfois, mais il y a aussi des dossiers gravissimes. Vous dites à un moment donné, c'est une jolie formule, vous êtes transformé en marchand de soleil pour une femme qui se retrouve à la rue, qui a tout perdu. Ses sanglots vous entourent et vous ne les quittez pas. Ça fait partie des images fortes et vous tentez de lui trouver un logement. Voilà par exemple le travail d'un député qui quitte Paris à 800 km de là et qui se retrouve en prise avec cette douce. En effet, c'est très concret. Et moi, j'interroge ces 2 députés. Celui qui défend l'intérêt général et parfois des abstractions à l'Assemblée nationale, et puis celui qui se plonge dans les vies réelles des gens, dans leurs difficultés. Vous avez utilisé le mot de doléance. Il y a quelque chose qui relève de ça, d'un cahier de doléances. Je pourrais peut-être même dire que les gilets jaunes, je les ai vus dans ma permanence avant de les voir sur les ronds-points, que la colère dans les urnes, elle s'exprime aussi dans ma permanence, et qu'un élu qui n'entend pas ça n'est pas un bon élu. Un élu qui ne se frotte pas, y compris à la critique, à l'incompréhension, ne trouve pas de chemin pour régler la vie des gens, mais c'est des vies difficiles, des vies parfois invivables, mais que les gens affrontent avec énormément de courage. Et la grande leçon de tout ça, quand même, c'est que tout n'est pas foutu, tout est entre nos mains. J'ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires, mais aussi d'une énorme générosité d'eux-mêmes. Pour lesquels, vous êtes quasiment à des derniers recours? Ils ont foi, ils ont confiance encore en le politique en allant... Ils tapent à la porte, oui. Et là, on est à la fois, c'est vrai, législateur, mais... écrivain public, une maman qui vient me voir parce qu'elle a un CERFA de 24 pages à remplir. Vous parlez du réseau France Service à l'instant. Exactement. Oui. 24 pages où il faut décrire le projet de vie de son enfant qui est en situation de handicap. Si on ne le remplit pas avec lui, elle ne le remplit pas. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et la compréhension de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, comment ça marche la vie des gens, comment ça marche, c'est quand même extraordinairement important. C'est le rôle de tout député, il n'y a pas de monopole du cœur ici. Théoriquement, quand on est en face, quand on est élu pour ça. En l'occurrence, je ne suis pas sur le registre du cœur, même si je tiens à celui plus qu'à tout autre, parce que je tiens aux personnes dont je parle.
Mais j'essaie, moi, de livrer ce qu'est un travail de député, en tout cas tel que je conçois, le questionnement permanent sur ce que signifie représenter, être capable d'écouter sans juger. La politique, elle est surchargée en morale, on fait la morale. Voilà. Et ben moi, ça, j'en ai une haute conscience, et ce sont des leçons dont j'essaye de me nourrir. Oui. Parfois, j'ai moi-même le sentiment de l'impuissance. Ouais, vous missionnez porte-voix, comme par exemple de cette jeune femme, une chômeuse, qui vous écrit pour que vous en soyez un de ses ambassadeurs. S'il vous plaît, ajoutez ma voix à celle d'autres pour défendre notre dignité, notre place dans la société. C'est ça aussi le mandat de député, Boris Vallaud. Oui, absolument. Et vous voyez, elle parle de dignité. Tout le monde a sa dignité, et elle doit être reconnue, respectée, dite, et c'est ce que j'essaye de faire. Vous savez, j'ai fait le portrait d'une dame qui est aide-soignante dans un EHPAD, qui adore son travail. Elle le fait très bien, mais elle a le sentiment de le faire moins bien qu'avant parce qu'on manque de moyens. Et quand je lui dis, je vais faire votre portrait, sa première réaction est de me dire, mais pourquoi moi je suis pas intéressante? Et je dis, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous êtes intéressante par la vie qui est la vôtre, par le choix professionnel que vous avez fait, par l'attention que vous portez à nos parents, à nos grands-parents. Et tout ça, c'est... alors voilà, c'est la vie d'un élu, d'un député, qui ne doit jamais oublier qu'il est aussi un élu local, c'est-à-dire dans la proximité. Et le cœur battant de ces vies que vous faites vôtres vous écoute. Ce sont nos auditeurs aussi sur France Bleu. Boris Vallaud en permanence. Un retour aux choses humaines indispensable pour que la politique ne soit pas désincarnée. Je voudrais qu'on parle en dehors des députés, parce que c'est un autre très beau mandat qui vous fait réagir dans cette empreinte justement avec le réel, de tous ces maires dont la tronche et l'uniforme. J'ai bien aimé cette formule de David Lisnard qui représente l'Association des maires de France et qui réagissait à ces nouvelles violences. Nous sommes avec l'un d'entre eux qu'on va accueillir ensemble, Boris Vallaud. Gilles Thomas, qui est maire de Plus-Sulien en Bretagne depuis 17 ans. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour. Je dis que vous êtes maire, monsieur. Je ne sais pas si je dois déjà parler au passé, parce que vous avez remis votre démission au préfet des Côtes-d'Armor. Vous l'avez rencontré de nouveau hier soir. L'a-t-il accepté, cette démission, monsieur Thomas? Par obligation, puisqu'ils veulent pas rentrer, ils veulent pas m'écouter. On a une classe qui est fermée là depuis la rentrée de septembre. On a plus d'enfants que l'année dernière, et on nous ferme encore une classe. On nous a fermé le collège à la rentrée dernière, le petit collège qui est sur la commune d'à côté, à Corvey. Là, on a notre classe, c'est des petits effectifs, hein, c'est vrai, mais on se retrouve avec une classe sur ma commune de Plus-Sulien, on se retrouve avec une classe de 24 enfants avec 5 niveaux, avec une enseignante. Donc, pour moi, c'est inacceptable. J'ai beau me bagarrer, ça fait bientôt 17 ans que je me bagarre en tant que maire. J'ai 23 ans de mandat d'élu. Je suis fatigué là. Ouais. On vous entend. Ça a été la goutte d'eau parce que vous n'avez pas les moyens d'accomplir une bonne éducation rurale, et en fait, il n'a pas pu trouver les arguments pour vous retenir, monsieur le maire. Tout à fait. Enfin, ils ont essayé. Surtout que je démissionne pas de conseiller municipal pour pas avoir d'élection à refaire, mais je pense que c'était peut-être un peu trop fort de me demander ça. Donc non, j'ai confirmé ma démission hier soir, et puis d'autres personnes se mettront en responsabilité. Je pense que dans le conseil, il y a énormément de collègues qui sont avec moi, puisque dans nos petites communes de 500 habitants, on n'a pas 36 listes. Hein. Bien sûr. Ils sont tous de mon côté. Et on va se retrouver avec quasiment un conseil à quasiment l'unanimité de démission. Hein. Donc ils attendaient la réponse du préfet. Ouais. C'est terrible parce qu'il y a ce manque de moyens. On peut parler aussi dans quelques instants du manque de respect, mais Boris Vallaud, voilà, un maire de plus qui démissionne, Gilles Thomas, exprime sa lassitude, sa fatigue, son désarroi. Mais vous savez, j'ai plus de 180 communes dans ma circonscription, et le témoignage de ce maire, je l'entends souvent. Je mesure ce que c'est la vie d'un maire, la disponibilité, la bagarre permanente pour maintenir sa classe, pour avoir un service public qui se maintient, l'accès, je pense que le maire pourrait en témoigner, l'accès aux soins, l'accès aux médecins, les déserts médicaux, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on se bat. Moi, j'ai manifesté plus souvent qu'à mon tour devant l'inspection d'académie avec les maires, en leur disant, mais nos écoles rurales, si elles ferment, la République passe plus par chez nous. Et donc, je crois que ce que dit ce maire, je comprends que sa décision est définitive, il nous dit d'une certaine manière, la République passe pas par chez moi. Eh ben, je suis désolé, mais nous, dans nos territoires ruraux, dans nos campagnes, on a le droit à la même vie, à la même qualité de service public que partout en France. Ouais, évidemment. Est-ce que vous craignez un gros problème de vocation, vous qui êtes aux affaires, vous le disiez, au conseil municipal depuis 23 ans, Gilles Thomas? Ça va être très compliqué de remettre une équipe en place déjà là
d'ici la fin de l'année, parce que ça les gênait d'être obligé d'organiser encore des élections avant courant décemembre, puisque les délais se donneraient à peu près ça. Bon, je pense que cet été, au mois de juillet, on a une élection qui s'est décidée en 3 semaines, donc je pense qu'un maire démissionne sur un département, je pense pas que ça pose un gros problème à la préfecture, même si ça les gêne. Maintenant, moi je suis très très déçu, j'ai donné toute ma personne, j'ai donné tout mon temps, je suis maire complet, à temps complet. J'ai pas eu de chance, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'avais beaucoup de temps libre. On parlait de santé avec M. Vallot tout de suite. C'est quand on est 7h, 10h, 15h dans les urgences à attendre une prise en charge, c'est horrible. C'est horrible pour les anciens. Je vois sur Brest, c'est une 30aine d'heures. Nous, ça reste encore peut-être à demi-raisonnable dans une dizaine d'heures. J'ai été 2 fois, moi, cette année, pris par le SAMU et hospitalisé. C'est 6-7 heures avant d'avoir une chambre. Et vous l'avez qu'une pamphlet. Voilà, cet accès, c'est aussi cette difficulté. Donc je pensais qu'avec ces élections qui arrivent, je pensais qu'on allait vraiment avoir au moins quelque chose sur la santé, quelque chose sur l'éducation. La preuve que non. Merci Monsieur le maire Gilles Thomas. Mais bravo pour votre engagement ces années durant. Vous qui avez remis votre démission au préfet, si c'est un maire qui démissionne, c'est toujours un échec. Évidemment, Boris Vallot pour La République. Mais c'est pas un échec pour le maire. Pas pour lui, c'est pas un échec pour le maire, c'est un échec pour nous tous, pour tous les autres, parce que il l'a dit, c'est maire à plein temps, c'est maire le week-end. En général, dans une petite commune, on sait où il habite, le maire. Donc quand la mairie est fermée, on va sonner à sa porte. Et c'est bravo, mais c'est surtout merci. On parle souvent de merci, monsieur le maire, des secrétaires de mairie, et j'ai beaucoup apprécié aussi la manière dont vous mettez en valeur, Boris Vallot, vos collaboratrices. 12 vies, des journées de 40 heures. Sans ces femmes-là, vous ne pourriez pas accomplir le travail de fond, de dossier que vous faites, et elles vous empêchent de vous décourager. Ah, c'est sûr que si j'ai un peu de vague à l'âme, elles ont vite fait de me remonter les bretelles et de me dire que j'ai pas le droit. Pas le droit de me plaindre, parce qu'effectivement, les vies qu'on reçoit dans ma permanence sont autrement plus difficiles que la nôtre. C'est 2 femmes extraordinaires, qui sont aussi engagées dans le tissu associatif, qui sont élues locales, et qui ont un cœur énorme. Voilà. Et encore ces vocations-là qui nous guident. 2026, les municipales, 2027, la présidentielle. Comment voulez-vous contribuer, travailler à cette perspective, Boris Vallot, pour le Parti socialiste, mais aussi en tant que député ? Écoutez, moi j'ai envie qu'on reprenne les choses, j'allais dire en partant des besoins des Françaises et des Français. Ils ont le sentiment parfois qu'on ne travaille pas pour eux. Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'ils connaissent nos vies, est-ce qu'ils comprennent nos difficultés. Ce livre, il essaye de leur donner la parole et d'en apporter le témoignage, qu'au fond, on apprend et on écoute. Eh bien, répondre à leur vie quotidienne, vivre de son travail, avoir des services publics de qualité, pouvoir espérer de l'école une vie pour ses enfants meilleure que la sienne. Tout ça, c'est la République qui marche. Voilà. Et je crois qu'au fond, les Français ont une exigence simple, c'est celle-là. Et sur cette base-là, une France réconciliée, ça doit être au fond le projet politique, en tout cas pour ce qui me concerne, de la gauche et des socialistes. Avec de part et d'autre de ces presque 800 km de voies ferrées qui vous distinguent et distancent de Paris, 2 députés des Landes et de Paris. Vous rejoignez les Landes avec une certaine idée de la fonction que l'on retrouve ici en permanence, et vie que je fais mienne chez Odile Jacob. Merci Boris Vallot, merci beaucoup pour ces mots aussi sur les Français.